Bonsoir à tous, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles. Europe Hebdo cette semaine revient sur la crise des migrants. C'est l'impasse, l'Union européenne se ferme. Direction Idomeni. Idomeni, c'est un petit village frontalier entre la Grèce et la Macédoine. Ce village anonyme et tranquille est devenu depuis quelques mois, dans un premier temps, le centre de transit des migrants de la route des Balkans et aujourd'hui un immense camp informel composé de tentes. Depuis l'accord entre l'Europe et la Turquie, les migrants ne peuvent plus passer et se retrouvent coincés dans un entre-deux entre la Grèce et la Macédoine. Et puis, on se posera la question, après la Syrie et la Turquie, la Libye sera-t-elle le prochain théâtre de la crise des migrants? 6 à 7 000 personnes franchissent la Méditerranée en ce moment à destination de l'Italie tous les mois. Des centaines de milliers seraient sur place en Libye en attendant de faire de même. Et pour les migrants arrivés en France, cette fois, un constat, les migrants qui sont en France, eh bien, ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent souvent rejoindre la Grande-Bretagne. Là-bas, on trouve du travail plus facilement et il y a la solidarité des familles et des communautés. Le reportage à Londres avec des migrants, seconde partie d'émission. Nos invités ce soir, Sylvie Guillaume, eurodéputé socialiste, Jean-Marie Cavada, eurodéputé du groupe libéral et démocrate, et enfin Louis Alliot, député européen et vice-président du Front National. Avant de commencer de débattre avec eux, je vous propose d'aller à Idomeni, c'est ce camp en Grèce, à la frontière avec la Macédoine. Les réfugiés sont pris en sandwich, impossible de rentrer à l'intérieur de la Grèce, comme des milliers d'autres réfugiés bloqués. Gian, une réfugiée syrienne, commence à s'habituer à la routine du camp. Elle espère que son périple arrivera bientôt à sa fin. Le reportage de Joey Sinclair et Armand Soldin. Elle est malade et enceinte depuis 2 mois. Gian vit depuis des semaines dans une tente à la frontière gréco-macédonienne. Pour avoir risqué la vie de ses 2 enfants, d'abord pour quitter la Syrie et ensuite traverser la mer Égée depuis la Turquie, Gian espérait bien plus. On ne s'attendait pas à vivre ici comme ça. J'aurais préféré qu'on reste en Syrie pour qu'on n'ait pas à vivre une vie pareille. Nous pleurons jour et nuit. Nous pleurons même lorsque nous mangeons. C'est une honte qu'on ait à vivre comme ça. Entendez-nous, laissez-nous traverser. Comme elle, ils sont plus de 11 000 migrants et réfugiés à être bloqués à Idomeni, au nord de la Grèce. Beaucoup refusent de bouger dans l'espoir que la frontière s'ouvre enfin. Et les rumeurs n'aident pas. Il y a quelques jours, les familles avaient commencé à rassembler leurs affaires après avoir entendu que la frontière allait ouvrir. Fausse alerte. La manifestation qui s'en est suivie est restée largement pacifique, mais le désespoir est bien réel. J'ai 72 ans, ma femme est morte. Et je suis un vieil homme. Je n'ai rien en Syrie. Pas de maison, pas d'argent, pas de boulot. Plus aucune raison de vivre. Le seul espoir, c'est l'Europe. Ces derniers jours, environ 1500 personnes ont embarqué à bord de bus en direction d'autres camps, selon les autorités grecques, qui leur ont promis de meilleures conditions. Mais beaucoup préfèrent rester proches de la frontière, par crainte que le monde les oublie s'ils se dispersent. Pour les Grecs, qui souffrent déjà d'une politique d'austérité accablante, la crise des migrants n'a rien arrangé. Les agriculteurs locaux, bien que sensibles à la souffrance des réfugiés, se retrouvent dans une situation très difficile. Leurs champs ont été piétinés et leurs récoltes détruites. C'est un grand problème. Et si ça continue encore longtemps, que Dieu nous aide. Ils vont devoir rester ici et nous allons devoir partir. À la frontière gréco-macédonienne, personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais en attendant, les jours passent et la situation, autrefois exceptionnelle, est devenue routine. Les habitants du camp ont désormais leur propre stand et d'autres s'improvisent barbiers. Les frontières ont beau être fermées, les réfugiés d'Idomeni sont encore loin d'être arrivés.
Voilà, reportage de Joe Sinclair et Armand Soldin. Nous ont joint sur ce plateau Sylvie Guillaume, bonsoir. Vous êtes eurodéputée socialiste, élue de la circonscription Rhône-Alpes-PACA-Corse. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen. Vous vous êtes rendue en Turquie il y a 1 mois et demi pour voir de vos propres yeux la situation sur place. Ces réfugiés qui viennent de Syrie et d'Irak, vous allez nous en parler. À vos côtés, Jean-Marie Cavada, bonsoir. Vous êtes eurodéputé du groupe des libéraux et démocrates, élu depuis 2004, élu dans la circonscription Île-de-France. Vous êtes aussi président de Génération Citoyen et du Mouvement Européen France. Merci d'être venu. Enfin, Louis Alliot, vous êtes député européen ou député français au Parlement européen, c'est comme ça que vous vous présentez, en tout cas, du groupe Europe des Nations et des Libertés, élu de la circonscription Sud-Ouest, conseiller municipal de Perpignan. Vous êtes aussi, bien sûr, vice-président du Front National. On vient de voir le reportage. La Macédoine renvoie ces migrants vers la Grèce, qui elle-même n'en veut pas. Du coup, personne s'en occupe, il y a un blocage. Sylvie Guillaume. Vous avez raison de dire que personne ne s'en occupe de manière raisonnée et répartie. L'Union européenne, par le biais de fonds européens, avec les associations internationales présentes sur place, s'occupent comme elles le peuvent de la situation de ces personnes. Mais le vrai problème, c'est que d'une part, il y a un conflit qui perdure, qui se rigidifie et qui doit être traité. Et d'autre part, il y a une forme d'isolement, d'hypocrisie et d'absence de solidarité dans la manière de traiter ensemble cette question, qui est une question grave, qui, à mon avis, est explosive pour l'Union européenne. Alors l'Europe, elle n'a pas pu gérer toute seule cette affaire. Elle s'en est remise à la Turquie. Un accord a été signé avec Ankara qui s'engage à reprendre les migrants. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cet accord aujourd'hui? Ou c'est trop tôt? Jean-Marie Cavada. D'abord, je voudrais que tout le monde comprenne bien qu'il s'agit d'un drame mondial, planétaire, et non pas d'une question de culpabilité de l'Europe ou de refus de jouer son rôle de certaines des nations. C'est un problème planétaire. D'abord, je rappelle que les États-Unis sont intervenus militairement dans cette région, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on aurait dû opérer très différemment. On aurait dû traiter cette question comme ce fut le cas lors des Boat People en 76. C'est un problème planétaire, mais on n'a pas anticipé. Ça fait 4 ans. Je vous explique, si vous voulez bien. On aurait dû traiter ça comme on l'a fait pour les Boat People du Vietnam et du Cambodge, c'est-à-dire la communauté internationale dans son ensemble répare, parce que ce sont des gens dans un très mauvais état, et ensuite on répartit. Or là, on a tout mis ça sur le dos de l'Europe, à l'exception de 25 000 que le Canada, très généreusement d'ailleurs, et qui détient un système migratoire qui marche, a accepté chez lui. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a sous-traité, faute d'avoir accepté la proposition Juncker du mois de mai dernier, qui était une bonne proposition à mes yeux, parce qu'elle tenait compte de différents paramètres pour qu'il n'y ait pas, je dirais, une sorte de superposition massive de réfugiés dans des pays qui étaient petits ou qui avaient du chômage, etc. On n'a pas voulu accepter cette proposition. Ça, c'est l'égoïsme des États. Ça suffit de dire que c'est l'Europe. L'Europe, c'est le secrétariat général de ce que les États ne veulent pas faire, ne veulent pas décider, ont peur de décider, ou bien se mettent, je dirais, dans le sillage de la peur qui est exploitée parfois. Et la raison pour laquelle on a signé cet accord avec la Turquie, eh bien, c'est une façon de sous-traiter notre propre impuissance. Cet accord, pour l'instant, fonctionne très, très moyennement. Et d'ailleurs, il est en train de se bloquer parce que la Turquie, on pouvait s'y attendre, revendique haut et fort que les visas soient supprimés pour ses ressortissants, ainsi que nous l'avons accepté d'ailleurs. Louis Alliot, la souffrance de ces réfugiés syriens, on a vu dans le reportage, ça vous touche? Oui, évidemment que ça me touche, mais j'allais dire, il eût fallu prendre le problème à la source. Et nous sommes malheureusement, en tant que gouvernement, même pas de l'Union européenne, moi je parle même du gouvernement français, en partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui et qui a, il faut le dire, déséquilibré non seulement cette région, mais aujourd'hui est en train de déséquilibrer l'Europe. L'affaire de Libye, les mauvais choix en Syrie ont été ou sont au cœur de la déstabilisation de l'ensemble. Et finalement, on est toujours dans réparer les conséquences de la mauvaise politique que nous avons menée. Eh bien, il fallait y penser avant. Maintenant, il y a l'urgence, il y a l'humanitaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations humanitaires qui font beaucoup. Je pense qu'on aurait dû faire des corridors humanitaires sur les côtes, notamment de la Libye et en Syrie, protégés évidemment, pour maintenir ces populations. Mais là, évidemment, on a affaire à un flot de populations miséreuses qui fuient la guerre. Et il faut d'urgence choisir les bons alliés. On s'est aperçu un peu tard qu'en Syrie, il fallait négocier avec les Russes.
l'accord avec la Turquie, c'est plus délicat parce que la Turquie fait du chantage aujourd'hui, c'est clair. Elle dit, moi je vous bloque, ou en tout cas je gère les migrants si on discute sur les visas et même, je crois, sur la relance des négociations de l'entrée de la Turquie en Europe. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi se projeter sur nous-mêmes et sur la politique que l'on mène. Et encore une chose, sur les migrants, parce que personne ne le dit. Moi, j'ai fait campagne dans le sud-ouest. J'ai rencontré, par exemple, les thoniers, les marins de Méditerranée, les thoniers de Méditerranée. Ça fait pratiquement 5 ou 6 ans qu'ils sont témoins de ces boat people de Libye, de Syrie, qu'ils alertent l'opinion. C'est important, hein, qu'ils savent qui fabrique les bateaux, qui donne des moteurs à ces bateaux, quels sont les passeurs. 4 000 à 5 000 $ par migrant sur ces bateaux, à tout risque. Et pourtant, personne ne s'en occupe. Moi, ça me pose quand même un problème. Sylvie Guillaume, vous étiez en Turquie il y a un mois et demi. Comment ça se passe, début mars, oui, comment ça se passe sur place? Écoutez, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ça? Enfin, de ce que j'ai vu, effectivement, je peux vous faire un bilan, mais dans un ensemble effectivement beaucoup plus large. Il faut quand même regarder la réalité en face. Au niveau mondial, il y a environ 60 millions de personnes qui se déplacent chaque année. Je dis déplacées parce que leurs situations, évidemment, sont différentes et les motifs de leur déplacement sont différents. Mais déplacer, ça veut bien dire forcer à se déplacer. Et ces 60 millions de personnes, elles ne déferlent pas toutes sur l'Union européenne, évidemment. La plupart d'entre elles ont des déplacements dans ce qu'on appelle le loco-régional. Trouvent des refuges, trouvent un moyen d'être protégés dans un espace régional. En Turquie, environ 2 700 000 Syriens sont arrivés, hébergés pour une petite partie d'entre eux, 11% environ, dans des camps qui sont des camps de containers, qui sont plutôt bien organisés. Très maîtrisés, avec des espaces de scolarisation, des espaces de marché, de supermarché, des espaces de culte, un hôpital. Donc cette partie-là, je dirais, soit en container, mais aussi en camp. Il y a une grosse partie de ces différents espaces d'hébergement qui sont en sous-tente également, globalement sont maîtrisés. Mais la réalité, c'est que près de 90% des Syriens qui sont arrivés en Turquie ne sont pas dans les camps. Ils sont enregistrés, mais ils ne sont pas dans les camps. Ils survivent en ville, avec, dans des espaces qui sont infra-humanitaires, par exemple à Gaziantep, où plus de 300 000 personnes sont dans des conditions tout à fait inacceptables. Il faut aussi, pardonnez-moi juste encore un mot, imaginer que la zone complète comprend aussi la Jordanie et le Liban, qu'on ne doit pas oublier dans tout cela, qui sont soumis, ces deux pays, à une très grande pression également, avec la présence d'énormément de Syriens. Globalement, si nous projetions le nombre de personnes syriennes dans ces 3 pays, il y aurait 17 millions de personnes en France qui seraient installées. Donc ça a un impact nécessairement sur les pays qui accueillent ces personnes. Il y a la Grèce, donc la Turquie, mais pas seulement, hein, il y a un an, 800 migrants sont morts noyés au large des côtes libyennes, hein, la Libye dont vous faisiez référence. Il y a quelques jours, près de 500 personnes y auraient encore péri, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Crise migratoire, est-ce que c'est pas un échec moral? On sauve l'euro, mais on ne sauve pas les migrants. C'est parce que en ce moment, d'autres routes se constituent. À partir du moment où il y a une forme d'impasse et de difficulté, je reprends ce que disait M. Galvadin à l'instant sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, il y a quelque chose qui fonctionne mal, il n'a pas de base légale correcte et de façon en matière d'efficacité, il ne résiste pas à l'épreuve. Et la route des Balkans est également fermée. Donc ces gens qui n'ont pas d'espoir, qui pour certains d'entre eux depuis 4 ans sont dans les camps dont on parlait tout à l'heure, ils ne voient pas le bout de ce conflit, ils ne voient pas le bout, ils n'ont pas de futur pour eux-mêmes. Donc ils reconstituent une autre route. Aidés en cela, il faut en dire un mot sérieux, très sérieux, par des passeurs qui effectivement, depuis de nombreuses années, font du business sur la pauvreté. Et maintenant, on recrée ce qu'on appelle la route via la Libye et qui va repasser donc, par l'Italie et remonter donc, vers l'Italie via Malte. La Libye, c'est le prochain théâtre de crise, de la crise des migrants, Jean-Marie Cavada? C'est pas le prochain, c'est déjà. C'est déjà, oui. Je voudrais dire un mot sur les valeurs auxquelles vous avez fait allusion. Il faut faire très attention à ces choses-là. La politique, c'est des combats, les décisions, parfois, on ne les comprend pas bien. Mais il y en 1992, Maastricht déjà disait que la question de l'immigration irrégulière est une question d'intérêt commun. Qu'a-t-on fait de cette question d'intérêt commun? Cette observation est très intéressante. En 92, dans des responsabilités différentes, j'allais très souvent en Espagne, notamment lorsqu'il s'est agi de l'exposition universelle. Et quand on allait à Séville, la télévision locale
pas la télévision nationale qui n'en voulait pas, montrait les cadavres de gens qui avaient essayé de traverser dans des petites embarcations et à la nage la distance qui sépare Tanger du détroit, enfin le détroit de Gibraltar. C'est une très vieille question et l'Europe a un devoir moral très clair. Je ne dis pas, comme avait dit Rocard en son temps, que l'Europe doive absorber tous les malheurs du monde. C'est impossible. Mais elle doit y prendre sa part. Mais il avait ajouté, elle doit y prendre sa part. C'est pourquoi je répète que c'est un problème mondial qui doit être traité notamment avec les Américains, notamment avec des Asiatiques, ceux qui ont une voix à l'ONU, de façon à ce que nous puissions faire face humainement à ces affaires. L'Europe, elle s'est construite sur un seul but. Plus jamais ça. Plus jamais quoi? Plus jamais la destruction des Européens par eux-mêmes, la destruction des valeurs avec lesquels nous vivons, dont nous avons besoin pour vivre ensemble, par nous-mêmes. Eh bien, nous avons un devoir de solidarité, nous qui avons jeté des dizaines de millions d'Européens sur les routes au XXe siècle. Il faut qu'on en prenne sa part, intelligemment, comme on le fait par exemple au Canada, c'est-à-dire obligation de trouver l'argent pour apprendre la langue aux immigrés que l'on accepte. Deuxièmement, leur trouver un toit. Troisièmement, leur trouver un travail. Ceci devrait faire l'objet d'un débat national. Ça fait 30 ans que les gouvernements sont trop couards pour s'aventurer dans cette affaire. Et pourtant, il n'y aura pas de légitimité à cette action si nous ne passons pas par là. Je voulais vous faire réagir à cette information qui ne va pas arranger le sort des migrants. Des révélations du Washington Post, reprise par le journal Le Monde. Si on peut voir le bon titre, là, un Algérien et un Pakistanais interpellés en Autriche, qui passent aux aveux. Ils devaient participer aux attentats de Paris le 13 novembre. Ils ont pris la route dans les pas des migrants. Adel Haddadi, à gauche, sur la photo, 29 ans, s'est envolé d'Alger le 15 février 2015 pour Istanbul, puis rejoint Raqqa en Syrie, où il est recruté avec son collègue pakistanais à droite sur la photo et 2 autres Irakiens. Ils partent de Raqqa en Syrie jusqu'en Turquie. Des passeurs turcs les emmènent vers la Grèce par bateau avec 50 migrants. Ils arrivent sur l'île de Léros. Par chance, ils sont arrêtés en Grèce pour faux passeport. Ils n'iront pas à Paris commettre les attentats, mais les 2 autres Irakiens, si, ils sont passés entre les gouttes. Ils se feront sauter au Stade de France, donc ceux sur la photo, non. Avec cette affaire, est-ce qu'on ne va pas dire les migrants, c'est des terroristes en puissance? C'est absolument épouvantable ce que la question sous-entend. Les terroristes, s'il y en a 2 qui sont passés, il y en a sans doute plus d'ailleurs, des apprentis ou des gens qui veulent. Mais ça, c'est le lot de tous les grands déplacements de masse non contrôlés. Ils ont utilisé la filière. Et d'ailleurs, il y a une réponse très claire à faire à votre question. C'est que si les gouvernements européens, à partir de 2004, moi je me souviens, je présidais ici la commission des libertés civiles qui a dans son portefeuille la question migratoire, les gouvernements ont refusé de payer l'argent pour contrôler les frontières extérieures de l'Europe, où on aurait eu des points de passage contrôlés. Et de cette manière, on aurait eu une idée de l'évaluation de ce qu'on pouvait faire et aller jusqu'au bout de notre devoir, encore une fois, participer, je dirais, à la misère du monde. Donc, je ne veux pas aller plus loin sur les 2 qui se sont infiltrés là-dedans. Il y en a sans doute beaucoup plus, d'ailleurs. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont passés, il ne faut pas rêver. Mais vous savez, s'ils ne venaient pas par là, ils venaient par ailleurs. Et d'autre part, je vous rappelle que les principaux acteurs de ces drames, ils étaient français, ils étaient belges. Ils vivaient ici. Lui, Alliot ? C'est une des filières du passage des terroristes, et on a vu ce que ça pouvait donner. Il fallait évidemment assurer un meilleur contrôle, mais ce n'est pas une immigration économique, c'est une immigration de guerre. Une petite partie est une immigration économique. Il faut donc, comme je le disais tout à l'heure, quand même s'occuper d'où proviennent ces immigrés. Parce que pour la plupart d'entre eux, quand vous discutez avec eux, ils n'y vont pas de gaieté de cœur, faire le voyage qu'ils font. Ils le font parce qu'ils y sont obligés. À moins qu'ils aient de mauvaises intentions, comme les terroristes. Que fait-on aujourd'hui pour rétablir l'équilibre dans cette région, en Syrie? Que fait-on aujourd'hui en Libye? Parce que vous parliez tout à l'heure de la Libye. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le terrain perdu en Syrie par l'État islamique est aujourd'hui reconquéri en quelque sorte en Libye, d'une manière assez tragique d'ailleurs. Et donc il faut s'attendre dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, à une déstabilisation encore plus grande de la Libye. Et c'est là que nous attendons des décisions fortes, qui ne sont pas simplement être à la remorque de la politique américaine. Je rappelle quand même que l'aventure américaine en Irak a coûté la vie à 170 000 civils pour le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Donc peut-être que la France pourrait avoir aussi sa voix, son message, sa politique arabe et sortir de ce schéma, il faut bien le dire, de l'OTAN et de la politique américaine qui nous amène beaucoup d'ennuis et peu d'avantages dans la situation actuelle.
sur la Méditerranée, hein, qui devient un cercueil. Il y a le rôle un peu ambigu de l'agence Frontex, une agence européenne qui surveille 14 000 km de frontières extérieures. Hein, pour qu'on puisse circuler librement à l'intérieur, il faut contrôler l'extérieur. Mais Frontex surveille, mais ne veille pas. Hein. Dans son mandat, il n'y a pas le sauvetage des gens. Le statut de Frontex a toujours été en discussion depuis très très longtemps. C'est une agence qui a beaucoup grossi et qui risque de grossir encore puisqu'on va lui... Qui ne dépend ni du Parlement européen ni de la Commission européenne. Oui, mais c'est un peu le directeur de Frontex est très régulièrement devant le Parlement européen, devant la Commission des libertés civiles et de la justice et des affaires intérieures pour rendre compte de ce qu'il y fait. Et par ailleurs, le Parlement européen est consulté et doit donner son avis sur le mandat de Frontex, sur la manière dont elle agit. Donc il y a plusieurs sujets. C'est une agence qui a beaucoup grossi et qui va grossir encore plus, puisque normalement, toute la gestion garde-côtes, garde-frontières va lui être confiée au terme de la discussion. Mais le problème n'est pas vraiment là. Je reviens sur ce que vous indiquiez tout à l'heure. Rapidement. Oui, rapidement, mais en même temps, c'est un sujet complexe, difficile, qu'on ne peut pas traiter en deux cuillères à peau. C'est à la fois la question de traiter sur place des difficultés rencontrées pour un motif ou pour un autre, économique, dans certains États, des États de guerre qui génèrent une demande de protection internationale. C'est effectivement gérer le passage et donc avoir nécessairement, si ce n'est les corridors, comme disait M. Alliot tout à l'heure, mais au moins des voies légales qui soient contrôlées, qui luttent contre les voies incontrôlées de passage. Et il s'agit aussi de traiter la question de l'intégration une fois que les personnes sont arrivées, sur leur statut de réfugié quand c'est le cas, sur le statut de migrant économique quand c'est le cas. Mais c'est un ensemble. Et c'est pour ça que la proposition de la Commission, il y a quelques mois de cela, qui était une proposition transversale qui englobait toutes les politiques de migration et cessait de les traiter en tuyaux d'orgue, effectivement, était une proposition intéressante. Elle s'est heurtée à l'égoïsme des États membres qui n'ont pas voulu du tout de cette solidarité. Et sur les migrants donc, qui sont en France, un constat, les migrants qui sont en France, eh bien, ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent souvent rejoindre la Grande-Bretagne. Là-bas, ils disent, les migrants disent hein, qu'ils trouvent du travail plus facilement. Et il y a les solidarités des familles et des communautés. Le reportage à Londres de Rim Benhammer. La jungle de Calais, des milliers de migrants qui s'entassent, des conditions de vie précaires et un rêve, l'Angleterre. Ici, la vie n'est pas bonne, vous le voyez par vous-même, je ne suis pas heureux. Je veux aller au Royaume-Uni, là-bas c'est mieux. L'Angleterre accepte n'importe quelle situation politique, n'importe quel dossier. Ce n'est pas compliqué de trouver un boulot. C'est facile d'avoir rapidement une nouvelle vie. Se fabriquer une nouvelle vie, trouver du travail, est-ce plus facile de l'autre côté de la Manche? Rudy est syrien, il est arrivé en Angleterre il y a 3 ans après avoir fui la guerre. Les débuts sont difficiles, mais il obtient son statut de réfugié en quelques mois et décroche rapidement un travail de cuisinier. J'ai travaillé 2 ans dans le centre de Londres. J'ai mis de l'argent de côté et je suis venu ici. J'ai ouvert mon business avec mon ami Brahim. Nous sommes tous deux réfugiés de Syrie. Nous avons ouvert notre business ensemble. Nous voulons travailler, payer des impôts. Nous avons ouvert notre affaire. La vie est enfin meilleure maintenant. Dès son arrivée, Rudy a été aidé par des amis syriens. En Angleterre, les nouveaux arrivants peuvent compter sur la solidarité sans faille des familles et des communautés. C'est très précieux d'avoir de l'aide de personnes arrivées avant vous. Elles vous guident, vous informent sur vos droits, vos aides, comment trouver un travail ou des cours d'anglais. Nous avons de nombreux groupes sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook. Par exemple, des gens postent des annonces quand ils ont un travail à proposer. Ils demandent si quelqu'un est intéressé et les gens les contactent directement. Des communautés bien organisées et un marché du travail plus favorable. 2% de croissance en 2015 et un taux de chômage à 5,6%, soit 2 fois moins qu'en France. Et ici, le travail au noir est beaucoup plus répandu. Il est assez facile de trouver du travail au noir ici. Nous avons un marché dérégulé, ce sont des choix politiques.
Donc on peut travailler facilement, il n'y a pas de carte d'identité, pas de contrôle régulier. Donc c'est vrai que beaucoup vivent de façon illégale, mais ils travaillent et vivent ici comme des gens normaux. Marché du travail plus souple, travail au noir, la réputation des Britanniques a donc dépassé les frontières. Le pays accueille aujourd'hui plus d'1 million de personnes dans l'illégalité. Mais le parti conservateur au pouvoir est bien décidé à changer cette image de paradis économique. Une loi, discutée au Parlement, vise à renforcer les contrôles et les expulsions. La Grande-Bretagne est un pays qui attire beaucoup. Nous avons de la croissance, peu de chômage, c'est un endroit sûr et prospère. C'est pourquoi les gens veulent venir légalement et illégalement. Nous disons, vous êtes les bienvenus si vous venez légalement. Sinon, notre police aux frontières et notre ministère de l'Intérieur vous traqueront. Renforcer également la lutte contre le travail illégal, avec notamment de la prison pour les employeurs et une saisie sur salaire pour les travailleurs. Comme en France, l'accueil est souvent précaire, environ 200 € par mois et un logement sommaire. Et la nouvelle loi a drastiquement réduit les aides. Notre gouvernement a délibérément choisi de créer un environnement hostile et je pense que ce n'est pas la solution. Par exemple, cette loi qui retire toute aide à des familles qui ont été rejetées dans leur demande d'asile, ça crée des situations dramatiques. Ce n'est pas la réponse d'un pays civilisé. Avec ces nouvelles mesures, l'Angleterre pourrait perdre un jour son image d'Eldorado des migrants, mais pour l'instant, sa force d'attraction reste intacte. Voilà, reportage de Rim Ben Hammer. Une réaction à ce reportage, lui Alliot. Là, c'est un peu en gros la France, non merci. Ça vous arrange plutôt? Non, mais c'est pas ça, c'est pas le même modèle. Voilà. Les États-Unis ont le modèle anglo-saxon, n'est pas le modèle d'intégration du modèle français, qui est plutôt basé sur l'assimilation. La France a connu des vagues d'immigration. Enfin, je veux dire, les Espagnols, les Portugais, les Polonais, les Italiens se sont fondus dans la masse au point qu'aujourd'hui, plus personne ne fait la différence de rien. Ça a même été vrai à une époque avec les Algériens. Il y a eu des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. Exactement. Aussi. Mais à partir du moment où la pression se fait trop importante, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec madame, ce n'est pas de l'égoïsme national, c'est une réalité. Il y a 9 millions de pauvres en France. Vous le savez, vous êtes une élue locale où vous connaissez les problèmes. Il n'y a pas de logement. Les gens n'ont pas de travail. Comment voulez-vous qu'ils acceptent que des gens venus de nulle part, pour eux, bénéficient de faveurs sociales alors qu'eux-mêmes n'en bénéficient pas? Je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la priorité aux nationaux, à la citoyenneté, parce que je pense qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme. Non, mais je pense que M. Alliot confond deux choses. Quand je parle d'égoïsme des États, je parle du système général par lequel il était possible de traiter cette crise, et vous avez vous-même indiqué qu'il fallait traiter cette crise dans ses différentes dimensions. Monsieur Cavada a fort justement tout à l'heure insisté sur le fait qu'il y avait des critères qui permettaient de répartir cette population temporairement pour leur octroyer cette protection internationale tant que chez eux, ils menacent d'être tués. Donc là, oui, l'égoïsme national de tous les États membres de l'Union s'est effectivement exprimé. On devait en recevoir 30 000, on en reçoit, je crois, une centaine. Oui, alors en quelques France, centaines. Le chiffre précisé était de 30 000, oui. Mais dans le petit nombre des personnes qui ont effectivement été relocalisées, la France prend la plus grosse part de petit nombre de relocalisés. Donc voilà, il faut regarder les choses en face. Le mot de la fin, Jean-Marie Cavada. C'est très simple. Pour moi, il y a deux choses. On ne peut pas ne pas regarder qu'il faut d'abord aujourd'hui nouer des alliances fortes pour installer la paix dans cette région. Donc, je pense qu'il faut maintenant discuter avec la Russie pour avoir le seul et même adversaire. Faire de la politique étrangère, alors. D'abord. Deuxièmement, nous devons prendre notre part, celle où on peut traiter humainement les gens, de ceux qui fuient la guerre. Quand on voit des réfugiés syriens, par exemple, moi j'en vois 2 ou 3 familles, qu'est-ce qu'ils disent? Dès qu'il y aura la paix, je rentre chez moi. C'est pas mon pays, je peux pas rester ici. Merci la France, mais je voudrais rentrer chez moi. Il faut prendre ces deux notions pour établir une politique qui soit juste. Je crois que sur ce point, vous serez tous les trois d'accord. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.